La pluie battante de Paris tambourinait contre les immenses baies vitrées du restaurant Le Ciel Étoilé, l'un des établissements les plus prestigieux du 16e arrondissement. Les lumières tamisées créaient une atmosphère feutrée, presque mystique, où chaque conversation semblait porter des secrets millénaires. Ce soir-là, comme tous les vendredis, l'élite parisienne s'y retrouvait pour des dîners d'affaires qui dépassaient largement le cadre professionnel. Mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer dans moins d'une heure. Élise Moreau, 24 ans, cheveux châtains remontés en chignon strict, s'affairait entre les tables avec la grâce discrète qui la caractérisait depuis son arrivée au restaurant 6 mois plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement, une habitude qu'elle n'arrivait pas à perdre depuis l'accident qui avait coûté la vie à ses parents 3 ans auparavant. Cette timidité naturelle, mêlée à une beauté authentique qu'elle s'efforçait de dissimuler sous des vêtements sobres, ne passait pourtant pas inaperçue aux yeux des clients les plus fortunés de l'établissement. Ce soir-là, Alexandre Dubois était assis à sa table habituelle, celle qui offrait une vue panoramique sur la tour Eiffel scintillante. À 35 ans, cet homme d'affaires impitoyable avait bâti un empire financier qui s'étendait de Londres à Tokyo. Mais sa réputation de séducteur sans scrupules le précédait partout où il allait. Ses yeux d'un bleu glacier scrutaient chaque détail autour de lui, analysant, calculant, manipulant. Ce soir, il s'était fixé sur Élise avec une intensité troublante. Si cette histoire vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette première approche entre Alexandre et Élise? Mademoiselle, appela Alexandre d'une voix grave qui portait naturellement dans tout le restaurant. Élise sursauta, manquant de faire tomber le plateau qu'elle tenait. Elle s'approcha de sa table, les joues légèrement empourprées, évitant soigneusement son regard perçant. « Monsieur Dubois, que puis-je faire pour vous ?» Sa voix était douce, presque un murmure, mais chaque mot résonnait avec une sincérité rare dans ce monde d'apparence. Alexandre sourit, un sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Il était accompagné ce soir-là de 3 associés japonais avec qui il négociait le rachat d'une chaîne hôtelière asiatique, une affaire qui représentait plusieurs milliards d'euros. Mais depuis 1 heure, la conversation stagnait. Ses interlocuteurs, traditionalistes et méfiants, semblaient douter de sa sincérité, de sa capacité à comprendre les subtilités culturelles de leur monde. Il lui fallait quelque chose pour les impressionner, pour leur prouver qu'il était différent des autres hommes d'affaires occidentaux qu'ils avaient à côtoyer. « J'aimerais que vous restiez près de notre table ce soir », dit-il en français, sachant que ses invités ne comprenaient pas la langue. Ces messieurs apprécient la compagnie féminine délicate lors de leurs négociations. Élise fronça légèrement les sourcils mal à l'aise. Elle avait l'habitude des demandes étranges de la clientèle fortunée, mais quelque chose dans le ton d'Alexandre la mettait en garde. « Je ne suis qu'une serveuse, monsieur. Je ne pense pas être la personne appropriée pour 1000 euros, coupa-t-il, sortant une liasse de billets de sa veste. Juste pour rester près de nous ce soir, rien de plus. » Les yeux d'Élise s'élargirent. 1000 euros représentaient plus de 2 mois de son salaire. Elle pensait immédiatement à sa petite sœur, Emma, âgée de 16 ans, qui vivait avec elle dans leur modeste appartement de Belleville. Emma rêvait de devenir vétérinaire, mais les frais de scolarité dans une bonne école étaient astronomiques. Cette somme pourrait changer leur vie. « D'accord », murmura-t-elle, prenant les billets d'une main tremblante. Alexandre afficha son sourire prédateur. Il se tourna vers ses associés et reprit la conversation en anglais, expliquant avec un naturel déconcertant qu'Élise était sa assistante personnelle pour la soirée. Les Japonais, habitués au code de l'hospitalité asiatique, acquiescèrent poliment. Mais Élise remarqua leur regard furtif dans sa direction. Les minutes passèrent, et la tension autour de la table devenait palpable. Les négociations tournaient au vinaigre. Monsieur Tanaka, le plus âgé des 3 Japonais, exprimait ses doutes quant à la fiabilité d'Alexandre. « Monsieur Dubois, dit-il dans un anglais parfait, comment pouvons-nous faire confiance à un homme qui ne comprend pas la valeur des liens authentiques? Vos précédents partenaires parlent de votre froideur relationnelle. » Alexandre sentit la colère monter en lui, mais il la contint. Cette affaire était cruciale pour son expansion en Asie. Il lui fallait prouver qu'il était capable d'authenticité, de sentiments réels. C'est alors que son regard se posa sur Élise, debout près d'un pilier, observant discrètement la scène. Une idée germa dans son esprit, une idée aussi brillante que dangereuse. Il se leva brusquement, interrompant la conversation. « Messieurs, vous parlez d'authenticité? De liens réels ?» Sa voix portait maintenant une assurance absolue.
Permettez-moi de vous montrer ce qu'est la véritable connexion humaine. Il s'approcha d'Élise qui reculait instinctivement. « Mademoiselle, dit-il assez fort pour que tout le restaurant puisse l'entendre, fait semblant de m'embrasser pendant 10 minutes. » Un silence de mort s'abattit sur l'établissement. Les conversations cessèrent, les couverts se figèrent en l'air, même le personnel s'immobilisa. Élise le regardait, les yeux écarquillés, incapable de parler. « Pardon ?» articula-t-elle difficilement. « 10 minutes, répéta Alexandre, sa voix résonnant dans le silence. « Embrasse-moi comme si ta vie en dépendait, comme si tu m'aimais réellement. » Il sortit un autre billet de 1000 €, pour prouver à ces messieurs que je sais ce qu'est un véritable lien humain. Élise sentit tous les regards se braquer sur elle. Les clients fortunés, le personnel, même le chef qui était sorti de sa cuisine, tous attendirent sa réaction. Elle pensait à Emma, à leur dette, à leur avenir incertain. Mais elle pensait aussi à sa dignité, à ce que ses parents auraient pensé de cette situation. « Monsieur Dubois, chuchota-t-elle, je ne peux pas... »« 5 000 €, dit-il, ajoutant d'autres billets. La somme était maintenant astronomique pour elle. 5 000 € pour 10 minutes. Tu pourras changer ta vie, celle de ta sœur. Je sais que tu en as besoin. Comment connaissait-il l'existence d'Emma? Cette question traversa l'esprit d'Élise comme un éclair glacé. Mais avant qu'elle ne puisse la formuler, Alexandre continuait. 10 minutes de ta vie contre un avenir meilleur. C'est un choix simple, non? Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Autour d'elle, elle entendait les murmures, sentait les jugements. Certains clients semblaient choqués, d'autres amusés par ce spectacle inattendu. Monsieur Blanchard, le propriétaire du restaurant, s'approchait, visiblement contrarié par cette situation qui échappait à son contrôle. « Mademoiselle Moreau, dit-il fermement, vous n'êtes pas obligée de... » Mais Alexandre l'interrompit d'un geste. « Monsieur Blanchard, cette jeune femme est parfaitement libre de ses choix. N'est-ce pas, Élise ?» Le prénom résonna étrangement dans sa bouche. Comment connaissait-il son nom? Elle ne se souvenait pas le lui avoir dit. Un frisson d'angoisse parcourut son échine. Qui était vraiment cet homme? Et jusqu'où était-il capable d'aller pour obtenir ce qu'il voulait? Commença Élise, sa voix se brisant. Elle regarda les billets, puis Emma dans ses pensées, puis à nouveau Alexandre. Dans ses yeux bleus, elle ne voyait aucune compassion, seulement une détermination froide et calculatrice. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle finalement, repoussant l'argent. Un murmure de soulagement parcourut la salle, mais Alexandre ne semblait pas surpris. Au contraire, son sourire s'élargit. « Très bien, dit-il calmement. Dans ce cas, laisse-moi te poser une question différente. » Il se rapprocha d'elle, sa voix baissant d'un ton. « Que dirais-tu si je te révélais que j'ai en ma possession des informations sur l'accident de tes parents ?» Le monde d'Élise vacilla. « Qu'est-ce que vous dites ?» Elle sentit ses jambes se dérober sous elle. Alexandre la rattrapa par le bras, son étreinte ferme, mais pas brutale. Des informations que la police n'a jamais découvertes. Des informations qui pourraient changer ta perception de ce qui s'est réellement passé ce soir-là. « Vous mentez » souffla-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Alexandre sortit de sa poche un dossier qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Photos de la scène d'accident, rapports d'expertise jamais publiés, témoignages étouffés. Il énumérait calmement, comme s'il lisait une liste de courses. Tout ce que tu as toujours voulu savoir sur la mort de tes parents. Élise fixait le dossier hypnotisée. Depuis 3 ans, elle se posait des questions sur cet accident. Pourquoi ses parents rentraient-ils si tard? Pourquoi avaient-ils pris cette route de montagne qu'ils évitaient habituellement? Pourquoi la police avait-elle clôturé l'enquête si rapidement? « Que voulez-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine audible. « 10 minutes, répéta Alexandre. 10 minutes de ton temps. Et ce dossier est à toi. » Il marqua une pause, observant son visage blême. « Plus les 5 000 €, bien sûr. Consider it a bonus. » Autour d'eux, l'atmosphère était devenue irrespirable. Monsieur Tanaka et ses associés observèrent la scène avec un intérêt mêlé de malaise. Ils comprenaient qu'ils assistaient à bien plus qu'une simple démonstration de pouvoir. Ils voyaient un homme détruire méthodiquement la résistance d'une jeune femme, et cette cruauté calculée les impressionnait malgré eux. « Vous êtes un monstre » chuchota Élise, mais elle tendait déjà la main vers le dossier. « Je suis un homme d'affaires » corrigea Alexandre. « Et parfois, les affaires requièrent des sacrifices. La question est, jusqu'où es-tu prête à aller pour découvrir la vérité ?» Élise ferma les yeux. Dans sa tête, elle revoyait le visage de ses parents, leur sourire, leurs dernières paroles avant de partir ce soir-là. « Nous rentrerons tard, ma chérie. Prends soin d'Emma. »
Elle avait 16 ans à l'époque, Emma en avait 13. En une nuit, elles étaient devenues orphelines, seules au monde. « D'accord », dit-elle finalement, ouvrant les yeux, « mais pas devant tout le monde. Pas comme ça. » Alexandre hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Très bien. Salon privé, à l'étage. Juste nous, mes associés, et quelques témoins pour attester de l'authenticité du moment. » Il fit un signe à Monsieur Blanchard. « Pourriez-vous nous préparer le salon Voltaire ?» Le propriétaire du restaurant hésitait visiblement. Cette situation dépassait largement le cadre habituel de son établissement. Mais Alexandre Dubois était un client trop important pour être contrarié. « Bien sûr, Monsieur Dubois, tout de suite. » 20 minutes plus tard, Élise se retrouvait dans le luxueux salon privé de l'étage, face à Alexandre et aux 3 hommes d'affaires japonais. L'ambiance feutrée de la pièce, avec ses fauteuils de cuir et ses œuvres d'art, contrastait cruellement avec la situation sordide qui se jouait. Un serveur avait apporté du champagne, comme s'il s'agissait d'une célébration. « Avant de commencer, » dit Alexandre en versant le champagne, « j'aimerais que tu comprennes les règles. » Il lui tendit une coupe qu'elle refusa d'un geste. 10 minutes d'un baiser passionné, authentique. Mes associés doivent croire que nous sommes véritablement amoureux. Si tu y parviens, tu auras le dossier et l'argent. Si tu échoues, il haussa les épaules. Tu repars les mains vides. Comment saurez-vous si je réussis ? Demanda Élise, sa voix tremblant légèrement. Alexandre désigna Monsieur Tanaka. Monsieur Tanaka est un expert en psychologie humaine. Il saura distinguer l'authenticité de la simulation. Le vieil homme japonais acquiesça gravement, visiblement mal à l'aise avec son rôle d'arbitre dans cette mascarade. Élise regarda sa montre. Il était 22 heures. Dans 10 minutes, elle aurait soit les réponses qu'elle cherchait depuis 3 ans, soit elle aurait perdu le peu de dignité qui lui restait. « Très bien, » dit-elle en se levant. « Commençons. » Alexandre se leva également, s'approchant d'elle avec une lenteur calculée. « Souviens-toi, murmura-t-il, ils doivent croire que tu m'aimes, que ce moment compte réellement pour toi. » Lorsque leurs lèvres se touchèrent, Élise ferma les yeux et essaya de s'évader mentalement. Mais Alexandre était un homme intelligent, et il avait anticipé cette réaction. Sa main se posa doucement sur sa nuque, l'autre sur sa taille, et il l'embrassa avec une tendresse inattendue qui la déstabilisa complètement. Malgré elle, Élise sentit quelque chose remuer en elle. Ce n'était pas de l'amour, certainement pas, mais une réaction physique qu'elle ne pouvait contrôler. Alexandre sentit ce changement et approfondit le baiser, jouant sur cette faiblesse momentanée. Autour d'eux, les 3 Japonais observaient en silence, témoins involontaires de cette manipulation émotionnelle sophistiquée. Les minutes s'égrenaient lentement. Élise perdait la notion du temps, oscillant entre dégoût et une troublante attraction qu'elle refusait d'admettre. Alexandre était un expert dans l'art de la séduction, et même dans ces circonstances, il savait comment éveiller des sensations qu'elle croyait enterrées depuis la mort de ses parents. Au bout de ce qui lui sembla une éternité, Alexandre se détacha doucement d'elle. « C'est fini », dit-il simplement. Élise ouvrit les yeux, désorientée, les lèvres gonflées et le souffle court. Autour d'eux, un silence pesant régnait. Monsieur Tanaka se leva lentement, son visage impassible. « Monsieur Dubois », dit-il en anglais, « je dois reconnaître que cette démonstration était très convaincante. » Il marqua une pause, regardant Élise avec une expression indéchiffrable. « Votre capacité à inspirer de tels sentiments témoigne d'une profondeur que nous n'avions pas perçue. » Alexandre sourit, triomphant. « Messieurs, j'espère que cela répond à vos interrogations sur ma capacité à créer des liens authentiques. » Il se tourna vers Élise qui était restée figée. « Quant à toi, ma chère, tu as rempli ta part du marché. » Il lui tendit le dossier et l'enveloppe contenant l'argent. Élise les prit d'une main tremblante, toujours sous le choc de ce qui venait de se passer. « Maintenant, » continua Alexandre, « j'espère que tu trouveras les réponses que tu cherches dans ces documents. Et qui sait, peut-être que nous nous reverrons bientôt. » Ces derniers mots résonnèrent comme une menace déguisée. Élise quitta le salon en titubant, serrant contre elle le dossier qui contenait peut-être enfin la vérité sur la mort de ses parents. Mais en descendant les escaliers du restaurant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander dans quel engrenage diabolique elle venait de s'engager. Dans le salon, Alexandre regardait par la fenêtre la silhouette d'Élise qui disparaissait dans la nuit parisienne. « Une affaire rondement menée, dit Monsieur Tanaka, mais j'espère que vous savez ce que vous faites avec cette jeune femme. » Alexandre se retourna, son sourire ayant disparu. « Monsieur Tanaka, permettez-moi de vous dire quelque chose d'important.
Tout ce que vous venez de voir n'était que le premier acte d'une pièce beaucoup plus complexe. Il sirota son champagne, savourant le goût de la victoire. Élise Moreau ne le sait pas encore, mais sa vie vient de changer à jamais, et pas nécessairement dans le bon sens. Les trois hommes d'affaires échangèrent des regards inquiets. Ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, la preuve qu'Alexandre Dubois était capable de manipulation et de cruauté raffinée. Mais ils commençaient à se demander s'ils n'avaient pas fait affaire avec le diable lui-même. Pendant ce temps, Élise courait dans les rues de Paris, les larmes ruisselant sur ses joues. Dans son appartement de Belleville, Emma l'attendait sûrement, inquiète de son retard. Comment allait-elle lui expliquer cette soirée? Comment allait-elle justifier cet argent? Et surtout, qu'allait-elle découvrir dans ce dossier qui semblait contenir les secrets les plus sombres de sa famille? Elle s'arrêta sous un réverbère et ouvrit fiévreusement le dossier. La première page la fit vaciller. C'était une photo de la voiture de ses parents, mais prise sous un angle qu'elle n'avait jamais vu. On y distinguait clairement des traces de peinture d'un autre véhicule sur le côté gauche. Un détail que la police avait soit négligé, soit délibérément ignoré. Le cœur d'Élise battait à tout rompre. Si cette photo était authentique, cela signifiait que l'accident n'était peut-être pas accidentel. Quelqu'un avait percuté la voiture de ses parents, les poussant dans le ravin. Mais qui? Et pourquoi? Elle tourna la page et découvrit un rapport d'enquête privée, signé par un certain détective Rouillard. Le document était daté d'il y a 2 ans, soit 1 an après l'accident officiel. Quelqu'un avait donc mené une enquête parallèle. Mais qui? Et comment Alexandre avait-il mis la main sur ces documents? Plus elle lisait, plus les questions se multipliaient. Le rapport mentionnait des témoins qui affirmaient avoir vu une voiture noire quitter les lieux à vive allure. Il parlait aussi de menaces que ses parents auraient reçues dans les semaines précédant leur mort. Des menaces liées à quoi? Ses parents étaient de simples enseignants. Ils n'avaient pas d'ennemis. Ou du moins, c'est ce qu'elle avait toujours cru. La 3e page du dossier lui coupa le souffle. C'était une copie d'un testament daté de quelques jours avant l'accident. Ses parents avaient légué une propriété dont elle n'avait jamais entendu parler, une maison dans le Périgord, estimée à plus de 2 millions d'euros. Comment ses parents, qui gagnaient péniblement leur vie comme professeurs, avaient-ils pu posséder un tel bien? Élise s'effondra sur un banc public, le dossier éparpillé autour d'elle. Tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille, sur sa vie, sur son passé, volait en éclats. Qui étaient vraiment ses parents? Quels secrets cachaient-ils? Et surtout, qui les avait tués pour s'emparer de ce secret? Une évidence terrifiante s'imposait à elle. Si ses parents avaient été assassinés pour cette propriété mystérieuse, alors elle et Emma étaient peut-être en danger. Quelqu'un avait peut-être attendu qu'elle devienne majeure pour récupérer cet héritage. Quelqu'un qui était peut-être encore dans l'ombre, qui les surveillait, qui attendait le bon moment pour frapper. Ses mains tremblaient en ramassant les documents. Il lui fallait rentrer chez elle, mettre Emma en sécurité et essayer de comprendre ce qui se passait. Mais avant cela, elle avait une question urgente à résoudre. Comment Alexandre Dubois avait-il obtenu ces informations? Était-il impliqué dans la mort de ses parents? Était-ce lui qui tirait les ficelles depuis le début? Elle repensa aux baisers qu'ils avaient échangés, à la façon dont il l'avait manipulé, à sa connaissance troublante de sa situation personnelle. Rien n'était dû au hasard. Alexandre Dubois l'avait piégée, mais pourquoi? Que voulait-il vraiment d'elle? En arrivant devant son immeuble, Élise remarqua une voiture noire garée en face. Les vitres teintées l'empêchèrent de voir qui se trouvait à l'intérieur, mais elle eut la certitude troublante d'être observée. Elle pressa le pas, s'engouffrant dans l'entrée de l'immeuble et montant les escaliers 4 à 4. « Emma » appela-t-elle en ouvrant la porte de leur appartement. Pas de réponse. « Emma » cria-t-elle plus fort cette fois. Une angoisse terrible l'envahit. Sa petite sœur était toujours là quand elle rentrait du travail. Elle fouilla l'appartement, ouvrant chaque placard, regardant sous chaque lit. Emma avait disparu. Sur la table de la cuisine, elle trouva un mot griffonné à la hâte. « Élise, je sors avec des amis. Rentrerai tard. Ne t'inquiète pas. Je t'aime. Emma. » Mais quelque chose clochait. Emma ne sortait jamais le vendredi soir. Elle préférait rester à la maison pour réviser ses cours. Et son écriture semblait différente, plus tremblée que d'habitude, comme si elle avait été écrite sous la contrainte. Le téléphone d'Élise vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Ta sœur est en sécurité pour l'instant. Si tu veux la revoir, apporte le dossier demain soir au pont Alexandre III, 23h. Viens seule, ne contacte pas la police. » Élise s'effondra sur le carrelage de la cuisine, le téléphone glissant de ses mains. Emma avait été enlevée.
Tout ça à cause de ce maudit dossier, à cause de sa curiosité, à cause de sa cupidité. Elle avait voulu l'argent et la vérité, et maintenant sa petite sœur payait le prix de son avarice. Mais qui avait enlevé Emma? Alexandre? Quelqu'un d'autre qui s'intéressait aux secrets de ses parents? Et surtout, comment allait-elle faire pour la sauver? Elle ramassa le téléphone et composa le numéro de la police, puis raccrocha avant que quelqu'un ne décroche. Le message était clair, pas de police. Si elle voulait revoir Emma vivante, elle devait jouer selon les règles de ses ravisseurs. Élise passa la nuit à arpenter l'appartement, le dossier serré contre elle, réfléchissant à toutes les options possibles. Elle pourrait donner le dossier et espérer récupérer Emma. Mais rien ne garantissait que les ravisseurs tiendraient à parole. Elle pourrait aussi essayer de découvrir qui ils étaient et où ils retenaient sa sœur. Mais elle n'avait ni les compétences ni les moyens pour mener une telle enquête. Au petit matin, épuisée et désespérée, elle prit une décision qui allait changer le cours de son existence. Elle allait retourner voir Alexandre Dubois. Si cet homme était capable de mettre la main sur des documents que la police n'avait jamais trouvés, s'il connaissait des détails sur sa vie privée qu'elle n'avait jamais révélés à personne, alors il avait forcément des réponses à ces questions. Et s'il était responsable de l'enlèvement d'Emma, elle le forcerait à avouer, par tous les moyens nécessaires. L'adresse d'Alexandre Dubois était facile à trouver, un penthouse dans le 7e arrondissement, vu sur la Seine et la Tour Eiffel. Élise arriva devant l'immeuble à 8 heures du matin, les traits tirés par une nuit blanche. Le concierge, un homme âgé en uniforme impeccable, la regarda avec méfiance. « Je voudrais voir Monsieur Dubois, » dit-elle. « C'est urgent. »« Monsieur Dubois ne reçoit pas sans rendez-vous, » répondit le concierge d'un ton hautain. « Si vous souhaitez le rencontrer, vous devez passer par son assistante. Dites-lui qu'Élise Moreau est en bas. Il comprendra. » Le concierge hésita, puis décrocha son téléphone. Après une brève conversation, il raccrocha, visiblement surpris. « Monsieur Dubois vous attend. Dernier étage. » L'ascenseur semblait monter vers les cieux. Élise regardait les étages défiler, son cœur battant de plus en plus vite. Qu'allait-elle dire à Alexandre? Comment allait-elle l'amener à avouer son implication dans l'enlèvement d'Emma? Les portes s'ouvrirent sur un hall d'entrée somptueux, décoré d'œuvres d'art modernes et de meubles de designer. Alexandre l'attendait, vêtu d'un peignoir de soie noire, une tasse de café à la main. Il semblait détendu, presque amusé de la voir. « Élise, dit-il avec un sourire, quelle délicieuse surprise. Je ne pensais pas te revoir si tôt. Où est Emma ?» Elle alla droit au but, sa voix tremblant de colère et d'angoisse. Alexandre haussa un sourcil. « Emma, ta petite sœur? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi me demandes-tu cela? »« Ne me mentez pas !» cria Élise. « Elle a disparu hier soir, juste après notre rencontre au restaurant. Vous avez organisé tout ça, n'est-ce pas? Le dossier, les révélations sur mes parents, tout était prévu pour m'amener à faire ce que vous vouliez. » Alexandre posa sa tasse et s'approcha d'elle, son expression devenant plus sérieuse. « Élise, je comprends ton angoisse, mais je t'assure que je n'ai rien à voir avec la disparition de ta sœur. » Il marqua une pause. « En revanche, j'ai peut-être une idée de ce qui se passe. »« Quoi ?» Elle le regardait avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Le dossier que je t'ai donné hier soir n'était qu'un échantillon. Il existe d'autres personnes qui s'intéressent aux secrets de tes parents, des personnes beaucoup plus dangereuses que moi. » Il se dirigea vers les immenses baies vitrées qui donnaient sur Paris. « Ta famille était impliquée dans quelque chose de beaucoup plus important que tu ne l'imagines. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Alexandre se retourna, son regard bleu perçant fixé sur elle. « Tes parents ne vous ont jamais parlé de l'organisation ?» Élise fronça les sourcils. « Quelle organisation? C'est bien ce que je pensais. » Alexandre retourna s'asseoir dans un fauteuil de cuir blanc. « Élise, tes parents n'étaient pas de simples professeurs. Ils travaillaient pour une organisation secrète qui récupère et cache des œuvres d'art volées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette propriété dans le Périgord, c'était leur base d'opération, un entrepôt secret où ils stockèrent des millions d'euros d'œuvres d'art en attendant de les restituer à leurs propriétaires légitimes. » Élise sentit ses jambes se dérober. Elle s'agrippa au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. « C'est impossible, mes parents auraient... »« Tes parents t'auraient dit quoi ?» coupa Alexandre. « Qu'ils risquèrent leur vie chaque jour pour réparer les injustices du passé. Qu'ils étaient poursuivis par des collectionneurs sans scrupules, des mafieux de l'art, des nostalgiques du régime nazi qui voulaient récupérer leur butin. » Il se leva et s'approcha d'elle. « Ils t'aimaient trop pour vous exposer, toi et Emma, à ce danger. Mais alors, qui les a tués? Excellente question. »
Alexandre alla chercher un autre dossier sur son bureau. J'ai mes soupçons, mais rien de concret. Ce que je sais, c'est que plusieurs personnes très dangereuses sont à la recherche de cette propriété. Et maintenant qu'Emma a disparu, je crains qu'ils ne l'utilisent comme monnaie d'échange. Élise ferma les yeux, essayant d'assimiler toutes ces informations. Pourquoi me dites-vous tout ça? Qu'est-ce que vous y gagnez? Alexandre sourit, mais cette fois, son sourire semblait presque sincère. Parce que j'ai besoin de toi, Élise. Cette propriété contient des œuvres d'une valeur inestimable, mais elle est protégée par un système de sécurité que seuls tes parents connaissaient. Pour y accéder, il faut une empreinte digitale et un code génétique spécifique. Le mien, murmura Élise, comprenant soudain. Exactement. Tes parents ont programmé le système pour ne reconnaître que leur descendance directe. Toi et Emma êtes les seuls à pouvoir ouvrir cette chambre forte. Et vous voulez que je vous aide à la piller? Je veux que tu m'aides à sauver ta sœur, corrigea Alexandre. Mais pour cela, nous devons d'abord découvrir qui l'a enlevée et ce qu'ils veulent exactement. Élise réfléchit intensément. Toute cette histoire semblait sortie d'un film d'espionnage, mais les preuves s'accumulaient. Le testament mystérieux, la propriété cachée, l'accident suspect de ses parents, tout prenait un sens terrible. Si j'accepte de vous aider, dit-elle lentement, qu'est-ce que j'y gagne? À part récupérer Emma. Tu gagnes la vérité sur tes parents. Tu gagnes la justice pour leur meurtre. Et tu gagnes une fortune qui vous permettra, à Emma et toi, de vivre sans jamais vous inquiéter de l'argent. Alexandre marqua une pause. Mais surtout, tu gagnes ma protection. Parce que crois-moi, Élise, sans moi, vous êtes toutes les deux mortes avant la fin de la semaine. Ces mots résonnèrent comme un glas dans l'esprit d'Élise. Elle regarda par la fenêtre les rues de Paris qui s'éveillaient, inconsciente du drame qui se jouait dans ce penthouse. Des milliers de gens vaquaient à leurs occupations quotidiennes, sans savoir qu'à quelques mètres d'eux, une jeune femme devait choisir entre sa dignité et la vie de sa sœur. « D'accord, dit-elle finalement, mais j'ai des conditions. » Alexandre hocha la tête, l'invitant à continuer. « Premièrement, nous récupérons Emma avant tout. Deuxièmement, si nous trouvons les responsables de la mort de mes parents, ils paient pour ce qu'ils ont fait. Et troisièmement, elle hésita. Je veux savoir pourquoi vous vous intéressez vraiment à cette affaire. Ne me dites pas que c'est uniquement pour l'argent. » Alexandre la regarda longuement, comme s'il évaluait sa sincérité. « Très bien, dit-il finalement. Mais pour cela, il faut que je te raconte une histoire. Une histoire qui remonte à la guerre et qui explique pourquoi cette affaire me tient tant à cœur. » Il retourna s'asseoir et prit une profonde inspiration. « Mon grand-père, Joseph Dubois, était antiquaire à Paris avant la guerre. Il possédait une galerie réputée dans le Marais, spécialisée dans l'art juif européen. Quand les nazis ont occupé Paris, ils ont pillé sa galerie, comme des milliers d'autres. Mon grand-père a été déporté, mes arrière-grands-parents ont été tués. » Élise écoutait, fascinée malgré elle par cette révélation inattendue. « Joseph a survécu au camp, » continua Alexandre. « Quand il est revenu à Paris en 1945, il n'avait plus rien. Sa galerie avait été vidée, sa famille était morte, sa vie détruite. Il a passé le reste de son existence à essayer de retrouver les œuvres volées, mais il est mort sans avoir récupéré quoi que ce soit. Et vous pensez que ces œuvres sont dans la propriété de mes parents? J'en suis certain. » Alexandre se leva et alla chercher une photo encadrée sur une étagère. « Regarde !» La photo montrait un vieil homme devant une galerie d'art. On y voyait des dizaines de tableaux et de sculptures. Élise reconnut immédiatement quelques-unes des œuvres décrites dans le dossier de ses parents. Cette photo a été prise en 1942, quelques jours avant la rafle, expliqua Alexandre. Mon grand-père avait eu le temps de cacher quelques pièces, mais la plupart ont été volées. Pendant des décennies, ma famille a cherché ces œuvres. Quand j'ai appris que tes parents travaillaient pour l'organisation, j'ai compris qu'ils avaient peut-être retrouvé le trésor de mon grand-père. Alors tout ça, c'est personnel pour vous aussi. Très personnel. Alexandre rangea la photo. Maintenant, tu comprends pourquoi je suis prêt à tout pour accéder à cette propriété. Et pourquoi je suis peut-être le seul à pouvoir t'aider à sauver Emma. Élise resta silencieuse un moment, digérant toutes ces informations. L'histoire d'Alexandre expliquait beaucoup de choses, mais elle soulevait aussi de nouvelles questions. Comment avez-vous su que mes parents travaillaient pour cette organisation? J'ai mes sources. Alexandre évita son regard. Le monde de l'art est plus petit qu'on ne le croit. Quand on cherche quelque chose depuis assez longtemps, on finit par trouver des indices. Et hier soir, au restaurant, tout était prémédité? Alexandre eut la décence de paraître gêné. Je savais que tu travaillais là-bas.
Je savais aussi que tu avais des difficultés financières. J'avais besoin de gagner ta confiance, de te montrer que j'avais des informations précieuses sur ta famille. En me humiliant devant tout le monde, en te prouvant que j'étais capable de tout pour obtenir ce que je veux, corrigea Alexandre, y compris te protéger si nécessaire. Élise secoua la tête, dégoûtée. Vous êtes vraiment un manipulateur. Je suis un survivant, répliqua Alexandre. Et maintenant, toi aussi, tu vas devoir apprendre à survivre, parce que les gens qui ont enlevé Emma ne plaisantent pas. Comme pour ponctuer ses paroles, le téléphone d'Élise vibra. Un nouveau message. Tu as 24 heures pour récupérer tous les documents concernant la propriété Moreau. Pont Alexandre III, demain 23 heures. Ta sœur compte sur toi. Alexandre lut le message par-dessus son épaule. 24 heures, murmura-t-il. C'est court mais faisable. Faisable pourquoi? Pour aller dans le Périgord, découvrir ce que cache cette propriété et revenir avec de quoi négocier. Alexandre se dirigea vers son dressing. Prépare-toi, nous partons dans 1 heure. Nous? Élise le regardait incrédule. Tu ne pensais tout de même pas y aller seul? Alexandre sortit un costard sombre et une chemise. Cette propriété est peut-être piégée, surveillée ou pire. Tu as besoin de moi. Et si c'est un piège? Si vous m'emmenez là-bas pour me tuer après avoir récupéré ce que vous voulez? Alexandre s'arrêta, une chemise à la main. Élise, si je voulais te tuer, tu serais déjà morte. J'ai eu 1000 occasions de le faire depuis hier soir. Il se tourna vers elle. Je te propose un marché. Aide-moi à accéder à cette propriété et je t'aide à sauver Emma. Nous sommes dans le même bateau maintenant. Élise hésitait encore. Faire confiance à cet homme qui l'avait manipulée et humiliée semblait de la pure folie, mais elle n'avait pas d'autre choix. Emma était entre les mains de ravisseurs et Alexandre était sa seule piste pour la retrouver. « D'accord, dit-elle finalement. Mais si vous me trahissez, si vous faites du mal à Emma, je vous jure que vous le regretterez. » Alexandre sourit. « J'adore quand tu deviens menaçante. Ça te donne un charme particulier. » 2 heures plus tard, ils roulaient sur l'autoroute en direction du Périgord dans une Mercedes noire aux vitres teintées. Alexandre conduisait avec une assurance déconcertante, comme s'il faisait ce trajet régulièrement. Élise, assise à côté de lui, feuilletait nerveusement le dossier de ses parents, essayant de mémoriser tous les détails. « Dis-moi, dit Alexandre en doublant un camion, tes parents ne t'ont jamais parlé de voyages étranges, de réunions secrètes, d'objets qu'ils cachaient ?» Élise réfléchit. « Maintenant que vous en parlez, il y avait cette cave dans notre ancienne maison. Mes parents nous interdisaient formellement d'y descendre. Ils disaient que c'était dangereux, qu'il y avait des problèmes d'électricité. Et tu y es déjà allé? Une fois, quand j'avais 14 ans. J'étais curieuse. » Élise ferma les yeux, se remémorant cette journée. Il y avait des caisses partout, des objets emballés dans du papier bulle. J'ai eu le temps d'en ouvrir une avant que papa arrive. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un tableau, un portrait de femme que je n'avais jamais vu. Papa était furieux quand il m'a trouvé là. Il m'a fait jurer de ne jamais redescendre, de ne jamais parler de ce que j'avais vu. Alexandre hocha la tête. Il protégeait son travail. Et vous? Mais pourquoi tout ce secret? Pourquoi ne pas nous dire la vérité? Parce que la vérité tue, répondit Alexandre simplement. Regarde ce qui se passe maintenant que tu la connais. Ils roulèrent en silence pendant quelques kilomètres. Élise observait le paysage qui défilait, pensant à Emma, espérant qu'elle était encore en vie. « Vous croyez qu'ils lui font du mal ?» demanda-t-elle soudain. « Non, répondit Alexandre sans hésiter. Ils ont besoin qu'elle soit en bonne santé pour faire pression sur toi. Tant que tu coopères, elle ne risque rien. Et après, quand ils auront ce qu'ils veulent ?» Alexandre ne répondit pas immédiatement. « Nous ne les laisserons pas arriver jusque-là, » dit-il finalement. Vers 15 heures, ils arrivèrent dans un petit village du Périgord. Les maisons de pierre dorée semblaient endormies sous le soleil de l'après-midi. Alexandre gara la voiture devant une boulangerie et consulta le GPS de son téléphone. « La propriété est à 3 kilomètres d'ici, » dit-il. « Nous y allons à pied. Si quelqu'un nous surveille, il vaut mieux être discret. » Ils traversèrent des champs de tournesol et des petits bois de chêne. L'air sentait la lavande et la terre chaude. Dans d'autres circonstances, Élise aurait apprécié cette promenade champêtre. Mais l'angoisse lui nouait l'estomac, et chaque minute qui passait l'éloignait un peu plus d'Emma. « Là, » dit Alexandre, en pointant du doigt une maison isolée au sommet d'une colline. « C'est là. » La propriété était plus imposante qu'Élise ne l'avait imaginé. Une grande maison de maître du XVIIIe siècle, entourée de vignes et d'un parc à l'anglaise. Elle semblait abandonnée depuis des années. Les volets étaient de fermés, le jardin envahi par les ronces, la grille d'entrée rouillée. « Comment allons-nous entrer ?» demanda Élise. «
Alexandre sortit de sa poche un trousseau de clés. « Tes parents m'avaient donné un double, mentit-il. En réalité, il avait fait crocheter la serrure par un professionnel quelques semaines plus tôt lors d'une première reconnaissance. L'intérieur de la maison était poussiéreux mais parfaitement conservé. Des meubles anciens, des tapisseries, des bibliothèques remplies de livres rares. Mais Alexandre ne s'intéressait pas à la décoration. Il se dirigea directement vers la cave. « Le système de sécurité doit être par ici », dit-il en éclairant les murs avec la lampe de son téléphone. Ils descendirent un escalier de pierre qui menait à une cave voûtée. Au fond, une porte métallique ultra-moderne contrastait avec l'architecture ancienne. « Voilà », dit Alexandre, « c'est ici que tes parents cachèrent leur trésor. » Élise s'approcha de la porte. Un scanner biométrique était encastré dans le mur, accompagné d'un clavier numérique. « Comment je suis censé connaître le code ? Essaie des dates importantes. Anniversaire, date de naissance, ce genre de choses. » Élise posa sa main sur le scanner. Un bip vert confirma la reconnaissance de ses empreintes. Maintenant, il fallait le code. Elle essaya sa date de naissance, rien. Celle d'Emma, rien. L'anniversaire de mariage de ses parents, rien. Réfléchis, dit Alexandre. Quel était le secret le plus important de tes parents? Élise ferma les yeux, fouillant dans ses souvenirs. Soudain, une date lui revint en mémoire. Le 16 juillet 1942. La rafle du Vel d'Achivé. Ses parents en parlaient chaque année, ce jour-là. Ils disaient qu'il ne fallait jamais oublier. Elle tapa les chiffres. 1600, 1700, 1942. Un déclic retentit et la porte s'ouvrit lentement. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur dépassait toutes leurs attentes. La pièce était immense, éclairée par des néons et remplie d'œuvres d'art de toutes les époques. Tableaux, sculptures, objets précieux, tout était soigneusement catalogué et conservé. Sur les murs, des photos montrèrent les propriétaires originaux de chaque œuvre, avec leur histoire, leur famille, leur destin tragique. « Mon Dieu !» souffla Élise. « Il y en a des centaines. » Alexandre était figé devant un tableau qu'il reconnaissait. Le portrait d'une jeune femme aux yeux tristes, signé Modigliani. « Rebecca !» murmura-t-il. « C'était la fiancée de mon grand-père. Elle a été déportée en 1943. » Élise le regarda, surprise par l'émotion qui perçait dans sa voix. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Alexandre semblait vulnérable, humain. « Tes parents étaient des héros, » dit-il en se tournant vers elle. « Ils ont consacré leur vie à réparer les injustices du passé, à rendre leur dignité aux victimes de la guerre. Et quelqu'un les a tués pour les empêcher de continuer, » dit Élise amèrement, « ou pour s'emparer de ce trésor. » Alexandre examina les systèmes de sécurité de la pièce. « Il faut qu'on documente tout ça. Si nous voulons négocier avec les ravisseurs d'Emma, nous devons prouver que nous contrôlons l'accès à cette collection. » Ils passèrent les heures suivantes à photographier les œuvres, à noter les références, à comprendre l'organisation mise en place par les parents d'Élise. C'était un travail minutieux, presque obsessionnel. Chaque objet avait son histoire, sa provenance, sa destination finale. Certaines œuvres devaient être rendues à des musées, d'autres à des familles. Quelques-unes étaient encore réclamées par plusieurs ayants droit. « Regarde ça », dit Alexandre en montrant un classeur. « Tes parents avaient prévu de restituer la collection Rosenberg l'année prochaine. Paul Rosenberg, le marchand d'art de Picasso. Les nazis lui ont volé plus de 400 œuvres. » Élise feuilletait un autre dossier. « Et là, c'est la collection Schloss. Jacques Schloss, collectionneur juif français. 133 tableaux de maître. » Plus il découvrait l'ampleur du travail de ses parents, plus Élise comprenait les enjeux. Cette cave contenait des centaines de millions d'euros d'œuvres d'art, mais aussi la mémoire de milliers de familles brisées par la guerre. Qui que soient les ravisseurs d'Emma, ils ne s'intéressaient pas seulement à l'argent. Ils voulaient réécrire l'histoire. « Il faut qu'on parte », dit Alexandre en regardant sa montre. « Il nous reste 6 heures pour retourner à Paris. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On sauve ta sœur. Et ensuite, on s'assure que le travail de tes parents continue. » Ils refermèrent la cave et remontèrent dans la maison principale. C'est alors qu'Élise remarqua quelque chose qu'elle avait loupé à l'allée, des traces de pas récentes dans la poussière. Quelqu'un d'autre était venu ici très récemment. « Alexandre », chuchota-t-elle, « regardez. » Il suivit son regard et comprit immédiatement. « Nous ne sommes pas seuls », murmura-t-il en sortant discrètement un pistolet de sa veste. Élise sursauta. « Vous êtes armés ? » « Depuis ce matin, je ne prends jamais de risques inutiles. » Un bruit de moteur leur parvint de l'extérieur. Alexandre regarda par une fenêtre et compta 3 voitures noires qui remontèrent l'allée.
Merde, grommela-t-il. Ils nous ont trouvés. Qui ça, ils? Je ne sais pas, mais ils ne sont pas là pour prendre le thé. Alexandre cherchait une sortie des yeux. Il y a une porte de service par derrière. On peut essayer de filer par les vignes. Mais il était trop tard. La voix d'un homme résonna dans la maison. Monsieur Dubois, mademoiselle Moreau, nous savons que vous êtes là. Sortez calmement, les mains en l'air. Alexandre jura entre ses dents. Comment ont-ils su qu'on était ici? Élise était pétrifiée. Emma, vous croyez qu'ils l'ont emmené ici? J'en doute. C'est un piège. Alexandre réfléchissait rapidement. Il faut qu'on descende dans la cave. C'est le seul endroit sûr. Ils redescendirent en courant. Alexandre referma la porte blindée derrière eux et activa un système de verrouillage électronique. « Ça nous donne quelques minutes, dit-il. Mais ils finiront par entrer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alexandre examina la cave, cherchant une autre issue. Tes parents étaient trop malins pour construire un piège sans sortie de secours. Il inspecta les murs, tapotant la pierre, écoutant les échos. « Là !» dit-il soudain en montrant une tapisserie. Derrière, une porte dissimulée donnait sur un tunnel. Un passage secret, classique. Le tunnel était étroit et humide, éclairé par des ampoules de secours. Ils progressaient en silence, entendant au-dessus d'eux les bruits de pas et les voix de leurs poursuivants. Au bout de 10 minutes de marche, ils émergèrent dans une ancienne bergerie à 1 kilomètre de la maison principale. « Malin », admit Alexandre. « Tes parents avaient pensé à tout. » Ils retournèrent à la voiture par un chemin détourné, évitant les routes principales. Alexandre conduisait vite, jetant régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur. « Personne ne nous suit, dit-il au bout d'un moment. « Qui étaient ces hommes ?» demanda Élise. « J'ai ma petite idée, mais il faut qu'on en soit sûr. » Alexandre composa un numéro sur son téléphone. « Marcel ? C'est Alexandre. J'ai besoin d'informations sur la propriété Moreau dans le Périgord. Qui s'y intéresse en ce moment ?» Il écouta quelques minutes, puis raccrocha, le visage sombre. « Merde, dit-il, comme je le craignais. »« Quoi ? Ces hommes travaillent pour Viktor Kozlov, un oligarque russe qui collectionne l'art volé. Il s'est spécialisé dans les œuvres pillées par les nazis, et il veut récupérer la collection de mes parents. Pire que ça. » Alexandre ralentit, réfléchissant. Kozlov ne s'intéresse pas à la restitution. Il veut garder les œuvres pour sa collection privée. Si on lui donne accès à la cave, toutes ces familles qui attendent de récupérer leur patrimoine n'auront jamais justice. Élise sentit la nausée l'envahir. Et Emma? Si là, Emma. Alors on est dans de sales draps. Alexandre accéléra de nouveau. Kozlov n'est pas du genre à négocier. Il prend ce qu'il veut et élimine les témoins. Le retour vers Paris se fit dans un silence tendu. Élise regardait défiler le paysage, pensant à sa petite sœur, espérant qu'elle était encore en vie. Alexandre, lui, élaborait des plans et des contre-plans, anticipant tous les scénarios possibles. Ils arrivèrent à Paris vers 21h. Il leur restait 2 heures avant le rendez-vous au pont Alexandre III. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Élise. « On va au rendez-vous, mais pas seul. » Alexandre se gara devant son immeuble. « J'ai quelques amis qui peuvent nous aider. » Dans son penthouse, Alexandre ouvrit un coffre-fort dissimulé derrière un tableau. Il en sortit plusieurs armes, des gilets pare-balles et des dispositifs de communication. « Tu sais te servir d'un pistolet ?» demanda-t-il à Élise. « Non, et je ne veux pas apprendre. Dans ce cas, reste derrière moi quoi qu'il arrive. » Alexandre vérifia le chargeur de son arme. « Et si les choses tournent mal, cours. Ne te retourne pas. Ne m'attends pas. Cours. Je ne partirai pas sans Emma. Tu partiras, si je te le dis. » Alexandre la regardait droit dans les yeux. « Élise, ces hommes n'hésiteront pas à vous tuer toutes les deux si nécessaire. Ta seule chance de sauver Emma, c'est de rester en vie. » À 22h30, ils se dirigèrent vers le pont Alexandre III. Le monument était magnifique sous les éclairages nocturnes, les dorures brillant dans la nuit parisienne. Mais cette beauté ne pouvait masquer la tension qui régnait dans l'air. « Je vois 3 hommes, » murmura Alexandre dans son oreillette. « Position Delta confirmée. » Élise ne comprenait pas à qui il parlait, mais elle faisait confiance à son expérience. Ils s'approchèrent lentement du pont, guettant le moindre mouvement suspect. C'est alors qu'elle la vit. Emma, debout contre la rambarde, entourée de 2 hommes en costume sombre. Sa petite sœur avait l'air terrifiée, mais indemne. « Emma !» cria Élise en s'élançant vers elle. « Stop !» ordonna l'un des hommes. « Pas un pas de plus !» Élise s'immobilisa, le cœur battant. « Laissez-la partir. Je vous donnerai ce que vous voulez. » L'homme sourit. Il était grand, blond, avec un accent slave prononcé. « Mademoiselle Moreau, nous nous rencontrons enfin.
Il fit un signe et Emma fut amenée plus près d'eux. « Votre sœur est charmante. J'espère pour elle que vous avez ce que nous cherchons. »« Qui êtes-vous » demanda Élise, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Sergueï Volkov, représentant de M. Kozlov. » L'homme examina Alexandre avec curiosité. « Et voici le fameux Alexandre Dubois. M. Kozlov se demandait quand vous alliez vous manifester. »« Kozlov sait que nous ne céderons pas, » dit Alexandre calmement. « Oh, mais vous allez céder. » Sergueï fit un autre signe, et l'un de ses hommes posa un couteau sur la gorge d'Emma. « La question est de savoir si cette jeune fille survivra à notre négociation. » Élise sentit ses jambes trembler. « Qu'est-ce que vous voulez exactement ?»« L'accès complet à la propriété du Périgord, les codes, les empreintes, tout. » Sergueï s'approcha d'elle. « En échange, votre sœur reste en vie. Et après, vous nous tuez toutes les deux ?» Sergueï haussa les épaules. « Cela dépendra de votre coopération future. Monsieur Kozlov a besoin de quelqu'un pour gérer la collection. Vous pourriez avoir un avenir chez nous. »« Un avenir d'esclave, » cracha Alexandre. « Un avenir vivant, » corrigea Sergueï. « Ce qui est plus que ce qu'ont eu vos parents, mademoiselle Moreau. » Ces mots frappèrent Élise comme un coup de poing. « C'est vous qui les avez tués ? Monsieur Kozlov n'aime pas qu'on lui résiste. Vos parents ont refusé de coopérer. Ils ont payé le prix de leur entêtement. » La rage submergea Élise. Ces hommes avaient assassiné ses parents, enlevé sa sœur, détruit sa vie. Et maintenant, ils voulaient qu'elle les aide à voler le patrimoine de milliers de familles. « Jamais, » dit-elle d'une voix ferme. « Jamais je ne vous aiderai. » Sergueï soupira. « Dommage. » Il fit un geste vers l'homme qui tenait Emma. C'est à ce moment-là qu'Alexandre agit. Il sortit son arme en un éclair et tira sur l'homme au couteau. Simultanément, des éclats de verre explosèrent dans la nuit. Des tireurs embusqués abattèrent les autres hommes de Kozlov. « Cours !» cria Alexandre à Élise. « Emmène Emma et cours !» Élise se précipita vers sa sœur, la prit dans ses bras, et elles coururent vers la berge de la Seine. Derrière elle, la fusillade continuait. Alexandre se battait contre Sergueï, les deux hommes roulant sur les pavés du pont. « Élise !» cria Emma. « Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens ?»« Je t'expliquerai plus tard, » haleta Élise. « Pour l'instant, on court. » Elles atteignirent les quais de Seine et se cachèrent sous une arche. Au-dessus d'elles, les coups de feu avaient cessé. Élise sortit son téléphone et composa le numéro d'Alexandre. Pas de réponse. « Il faut qu'on retourne voir ce qui s'est passé, » dit Élise après 10 minutes de silence. « Non !» Emma la retint par le bras. « C'est trop dangereux. Ces hommes ont essayé de me tuer. » Élise regarda sa petite sœur. Emma avait grandi d'un coup ces dernières 24 heures. Ses yeux portaient une maturité nouvelle, forgée par la peur et la violence qu'elle venait de vivre. « Emma, il faut que je te dise quelque chose d'important sur nos parents. » Elle lui raconta tout, l'organisation, la propriété secrète, les œuvres d'art volées, l'assassinat de leurs parents. Emma l'écoutait sans l'interrompre, ses yeux s'élargissant au fur et à mesure des révélations. « Alors ils sont morts en héros, » dit finalement Emma. « Ils se sont battus pour la justice. »« Oui, » confirma Élise. « Et maintenant, c'est à nous de continuer leur travail. » Un bruit de pas sur les pavés les fit sursauter. Une silhouette descendait vers eux. Élise se tendit, prête à fuir, puis reconnut la démarche d'Alexandre. Il boitait légèrement et avait une coupure au front, mais il était vivant. « Alexandre !» Élise courut vers lui. « Vous allez bien ? J'ai connu mieux, » dit-il avec un sourire fatigué. « Mais Sergueï ne posera plus de problèmes à personne. Il est mort ? Disons qu'il a eu un accident regrettable avec la Seine. » Alexandre s'assit lourdement sur un banc. « Mes amis se sont occupés de nettoyer la Seine. Officiellement, il ne s'est rien passé ce soir. Vos amis, anciens agents de la DGSE, ils travaillent maintenant pour des organismes privés. » Alexandre regarda Emma. « Tu vas bien, petite ?» Emma hocha la tête. « Merci de nous avoir sauvés. C'est Élise qui vous a sauvés. Elle a accepté de risquer sa vie pour toi. » Alexandre se tourna vers Élise. « Mais ce n'est pas fini. Kozlov va envoyer d'autres hommes. Il ne renoncera jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Alexandre réfléchit quelques instants. « On lui donne ce qu'il veut, en quelque sorte. »« Comment ça ? Demain matin, je contacte tous les grands médias européens. Je leur raconte l'histoire de tes parents, la découverte de la collection, les tentatives de vol de Kozlov. Une fois que l'affaire sera publique, Kozlov ne pourra plus agir dans l'ombre. » Élise fronça les sourcils. « Mais la propriété ? Les œuvres d'art ? Elles seront placées sous protection internationale. L'UNESCO, Interpol, tous les organismes concernés. Kozlov peut corrompre quelques policiers, mais il ne peut pas corrompre le monde entier.
Et nous? Qu'est-ce qu'on devient? Alexandre sourit. Vous devenez les gardiennes officielles de la collection Moreau, payées par un consortium international pour terminer le travail de vos parents. Emma regardait son aînée avec admiration. Tu vas vraiment faire ça, Élise? Continuer ce que papa et maman ont commencé? Élise pensa à tout ce qu'elle avait appris ces derniers jours. Ses parents n'étaient pas les simples professeurs qu'elle croyait connaître. Ils étaient des héros silencieux, des justes qui avaient consacré leur vie à réparer les injustices du passé. Et maintenant, c'était à son tour de prendre le relais. Oui, dit-elle fermement. Je vais le faire. Nous allons le faire. Nous? Demanda Emma. Tu es ma sœur. Tu es la fille de Robert et Marie Moreau. Cette responsabilité nous appartient à toutes les deux. Élise prit la main d'Emma. Mais seulement si tu le veux. Tu as le droit de choisir une vie normale. Emma secoua la tête. Une vie normale? Après tout ça? Elle regarda le pont Alexandre III où quelques heures plus tôt, elle avait failli mourir. Je veux que leur sacrifice serve à quelque chose. Je veux que les familles de ces œuvres retrouvent leur héritage. Alexandre observait les deux sœurs avec quelque chose qui ressemblait à de l'émotion. Très bien, dit-il. Dans ce cas, nous avons beaucoup de travail. 3 mois plus tard, la propriété du Périgord avait été transformée en centre international de restitution d'œuvres d'art. Des experts du monde entier venaient y étudier la collection Moreau, identifiant les propriétaires légitimes, organisant les restitutions, reconstituant l'histoire de chaque pièce. Élise dirigeait le centre avec une compétence qui surprenait tout le monde, y compris elle-même. Elle avait découvert qu'elle possédait l'instinct de ses parents pour cette mission, une capacité naturelle à comprendre les enjeux historiques et humains de chaque restitution. Emma, de son côté, avait repris ses études, mais elle passait tous ses week-ends au centre, apprenant le métier, se préparant à prendre la relève le moment venu. Alexandre était devenu un partenaire précieux. Son réseau international et sa connaissance du marché de l'art facilitaient grandement les recherches. Et progressivement, sans qu'aucun d'eux ne l'avoue ouvertement, il était devenu bien plus qu'un simple associé pour Élise. « La famille Rosenberg arrive cet après-midi », annonça-t-il en entrant dans le bureau d'Élise. « Ils vont récupérer les 3 Picasso de leur grand-père. » Élise leva les yeux de ses dossiers. Chaque restitution était un moment d'émotion intense. Voir des familles retrouver des œuvres perdues depuis 70 ans, voir la justice enfin rendue, c'était ce qui donnait un sens à leur travail. « Et l'enquête sur Kozlov ?» demanda-t-elle. « Il a été arrêté à Monaco la semaine dernière. Blanchiment d'argent, recel d'œuvres volées, homicide. Il ne sortira pas de prison avant longtemps. » Alexandre s'assit sur le bord du bureau. « Nous avons gagné, Élise. Papa et maman ont gagné, » corrigea-t-elle. « Nous ne faisons que continuer leur œuvre. » Alexandre la regarda longuement. Ces 3 mois de travail ensemble avaient changé leur relation. La manipulation et la méfiance du début avaient laissé place à un respect mutuel, puis à quelque chose de plus profond qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. « Élise, dit-il doucement, il faut qu'on parle. » « De quoi? »« De nous. » Alexandre hésitait, lui qui était habituellement si sûr de lui. « De ce qui se passe entre nous. » Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle aussi avait remarqué les regards, les gestes tendres, la complicité qui s'était développée entre eux. Mais après la façon dont leur relation avait commencé, elle avait peur de se tromper sur ses intentions. « Alexandre, je sais ce que tu penses, » l'interrompit-il. « Tu te demandes si tout ça n'est pas une nouvelle manipulation de ma part, si je ne suis pas en train de jouer un rôle pour obtenir quelque chose. » Et ce n'est pas le cas. Alexandre se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les vignes. « Au début, peut-être. Je ne vais pas te mentir, Élise. Quand je t'ai rencontré, tu n'étais qu'un moyen d'accéder à la collection. Mais ces derniers mois, » il se retourna vers elle, « ces derniers mois, j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, l'envie de mériter l'amour de quelqu'un. » Élise le regarda, cherchant dans ses yeux la trace d'une duperie. Mais elle n'y voyait qu'une sincérité troublante, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Tu crois qu'on peut oublier la façon dont ça a commencé ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, » avoua Alexandre, « mais j'aimerais essayer, si tu me laisses une chance. » Élise réfléchit longuement. Cet homme l'avait humiliée, manipulée, jetée dans un monde de violence et de danger. Mais il l'avait aussi sauvée, protégée, aidée à découvrir sa véritable identité. Et malgré tout, malgré sa méfiance initiale, elle avait fini par tomber amoureuse de lui. « Une seule chance, » dit-elle finalement. « Si tu me trahis encore une fois, je ne te trahirai plus jamais, » promit Alexandre. « Plus jamais. »
Il s'approcha d'elle lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Élise ne bougea pas. Quand leurs lèvres se touchèrent, ce fut différent de leur premier baiser au restaurant. Cette fois, c'était authentique, libre, plein d'espoir et de promesses. « Est-ce que ça veut dire que je vais avoir un beau-frère » demanda Emma en passant la tête par la porte. Élise et Alexandre se séparèrent en riant. « Tu écoutes aux portes, maintenant » gronda Élise. « J'attendais le bon moment pour entrer » se défendit Emma. « Et puis, il était temps que vous vous décidiez. Vous vous tourniez autour depuis des semaines. Qu'est-ce que tu en penses » demanda Élise à sa sœur. « Tu approuves » Emma regarda Alexandre sérieusement. « Il vous a menti au début. Il vous a manipulé. Mais il nous a aussi sauvé la vie. » Elle marqua une pause. « Papa et maman disaient toujours qu'il faut juger les gens sur leurs actes, pas sur leurs paroles. Et ces actes, ces derniers mois, montrent qu'il a changé. » Alexandre inclina la tête vers Emma. « Merci, ça signifie beaucoup pour moi. » « Mais, continua Emma avec un sourire malicieux, « si vous faites du mal à ma sœur, je vous envoie dans la Loire. Et personne ne vous retrouvera. » Alexandre éclata de rire. « Promis, je serai un beau-frère exemplaire. » 1 an plus tard, le centre de restitution du Périgord était devenu une référence mondiale. Plus de 200 œuvres avaient été rendues à leurs propriétaires légitimes et des dizaines d'autres étaient en cours de traitement. L'histoire de la famille Moreau avait inspiré la création de centres similaires dans toute l'Europe. Élise et Alexandre s'étaient mariés au printemps, dans la chapelle du village. Emma avait été demoiselle d'honneur, et même Monsieur Blanchard, le propriétaire du restaurant où tout avait commencé, était venu avec sa famille. « Tu regrettes parfois » demanda Alexandre un soir, alors qu'il se promenait dans les vignes autour de la propriété. « Quoi donc ?»« Ta vie d'avant, quand tu n'étais qu'une simple serveuse, sans responsabilité, sans danger. » Élise réfléchit à la question. Sa vie avait radicalement changé depuis cette soirée fatidique au restaurant. Elle avait découvert des secrets de famille, affronté des tueurs, pris des responsabilités énormes. Mais elle avait aussi trouvé sa véritable vocation, sauver sa sœur et rencontrer l'homme de sa vie. « Non, » dit-elle finalement, « je ne regrette rien. Mes parents m'ont légué bien plus qu'une propriété et des œuvres d'art. Ils m'ont légué une mission, et grâce à toi, j'ai pu l'accomplir. Grâce à nous, corrigea Alexandre. Nous formons une équipe maintenant. Une famille, précisa Élise, en pensant à Emma qui préparait son baccalauréat avec l'intention de devenir historienne de l'art. Ils s'arrêtèrent au sommet de la colline, d'où ils pouvaient voir toute la vallée. Au loin, les lumières du centre brillaient dans la nuit. Demain, de nouvelles familles viendraient récupérer leurs trésors perdus. D'autres histoires tragiques trouveraient enfin leur conclusion heureuse. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Alexandre. « Quoi ? De savoir que ton grand-père serait fier de nous, que tes parents seraient fiers de ce que tu es devenu. » Il la prit dans ses bras. « Et que dans cette histoire qui a commencé par un mensonge, nous avons réussi à construire quelque chose de vrai. » Élise sourit. « Quelque chose de vrai, répéta-t-elle. « Oui, j'aime bien cette idée. » Alors qu'ils redescendaient vers la maison, main dans la main, Élise repensa à cette phrase qu'Alexandre avait prononcée le premier soir. « Fais semblant de m'embrasser pendant 10 minutes. » Maintenant, elle savait qu'elle n'aurait plus jamais besoin de faire semblant. L'amour qu'elle ressentait pour cet homme était aussi authentique que la mission qu'ils accomplissaient ensemble. Et quelque part dans le ciel étoilé du Périgord, elle avait la certitude que ses parents veillaient sur eux, heureux de voir que leur œuvre continuait, que leur fille avait trouvé leur voie, et que l'amour avait triomphé de la manipulation. L'histoire qui avait commencé par un chantage dans un restaurant parisien se terminait par une promesse d'éternité dans les vignes du Périgord. Parfois, les plus belles histoires d'amour naissent des circonstances les plus inattendues. Et parfois, il suffit d'un baiser de 10 minutes pour changer toute une vie. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié cette aventure française pleine de mystères, de romance et d'émotions. Et dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette fin? Avez-vous été surpris par les révélations sur la famille Moreau? Quel a été votre moment préféré dans cette histoire? Cette histoire nous montre que parfois, les rencontres les plus improbables peuvent mener au plus beau destin, que derrière les apparences se cachent souvent des vérités bouleversantes, et que l'amour véritable peut naître même des situations les plus difficiles. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure parisienne et périgourdine. Votre soutien m'encourage à continuer à créer des histoires qui vous font rêver et vibrer.